Bonjour, cher maître, chers collègues, permettez-moi de vous présenter le staff IRM de cette semaine. Il s'agit d'un nouveau-né de 15 jours de vie. Donc, il se présente pour une masse kystique lombosacrée médiane rompue avec avec des pieds beaux et un faciès dysmorphique. Une IRM a été demandée dans le cadre du bilan malformatif. Donc euh, des images axiales et sagittales en T2 et en T1 montrant donc la masse lombosacrée médiane. Si quelqu'un peut se dévouer pour faire la description lésionnelle. Donc, selon l'absence de visualisation de l'arc postérieur de l'herbe au niveau du sacrum, avec à ce niveau-là une hernie d'une formation kystique à cause de l'omicridien et avec peut-être même quelques fibres du filum terminal. Donc, c'est une ménagocèle, enfin une méloménagocèle, cercle. Oui, on a ici un défect de l'arc postérieur. Euh, Oui. Donc ici, on a un défect de l'arc postérieur du rachis lombosacré entre L3 et S3, avec cette collection, cette hernie avec une collection méningée en hypo T1, hyper T2, qui contient des fibres nerveuses qu'on arrive à voir sur l'axial, et des racines de la queue de cheval, et son composante graisseuse. Oui, parce que l'image était pas stricte en fait, la sagittale était pas stricte. Donc, on est devant donc un cas de dysgraphisme avec le dysgraphisme, c'est donc un défaut de fermeture du tube neural. L'origine est en général génétique et environnementale, qui vont entraîner donc des altérations des phases du développement médulaire et qui vont se présenter cliniquement sous la forme d'un syndrome de fixation médulaire à type de troubles neurologiques, moteurs ou sensitifs, des troubles sphinctériens, des anomalies orthopédiques et de la statique rachidienne. Certains cas syndromiques associent des malformations anorectales, des malformations de l'appareil urogénital et cardiopulmonaire. Sur le plan cutané, il faut toujours faire attention à ces anomalies sur la ligne médiane que sont l'hypertrichose diffuse, la présence d'angiomes plans ou une fossette sacro-coccygienne supérieure à 5 mm et qui se trouve à plus de 2,5 cm de l'anus. Donc, euh, Comme vous le savez tous, les dysgraphismes spinaux se divisent en deux types, ouverts et fermés. Les dysgraphismes dits ouverts correspondent donc à une exposition du tissu nerveux et ou des méninges à travers un défect osseux, alors que les dysgraphismes dits fermés correspondent donc à un stigmate, correspondent à du tissu nerveux méningé qui est couvert par la peau, avec les stigmates cutanés qui sont fréquents. Donc, à noter que le terme de spina bifida qu'on utilise très fréquemment correspond à un défaut de fusion des éléments osseux postérieurs. Pour les dysgraphismes ouverts, on parle de spina bifida aperta ou cystica, alors que pour les dysgraphismes fermés, on parle de spina bifida occulta. Les différents types de dysgraphismes spinaux ouverts, donc on a le myéloméningocèle et le myélocèle, avec leur variante myéloméningocèle ou hémimyélocèle. Et de l'autre côté, on a les dysgraphismes spinaux fermés, avec masse et sans masse. Pour les dysgraphismes avec masse, on distingue les masses liquidiennes, comme le méningocèle, myélocystocèle, et l'hypomateuses, les myélolipomes ou l'hypomyéloméningocèle. Et puis, sans masse, on a des formes simples et des formes complexes, que nous allons pas détailler. Donc ici, on était clairement devant un dysgraphisme ouvert type myéloméningocèle. Euh, Par la suite, dans la continuité du bilan malformatif, une IRM cérébrale a été aussi réalisée lors du même examen. Si quelqu'un veut bien faire la description lésionnelle. Ça, ça.
Et donc, le permis je crois que le médecin général entend un défaut occidental. Je crois que très probablement en rapport avec les anciens. Donc c'est ça exactement. Donc un défect osseux occipital avec un sac dural et du parenchyme cérébelleux qu'on voit ici au niveau des coupes axiales, sagittales et coronales. Et avec un encéphalocèle occipital. Et puis aussi sur cette coupe sagittale, on a retrouvé une ptose d'amygdale cérébelleuse associée. Donc pour ce qui est des encéphalocèles, pardon, ce sont des hernies du contenu de la boîte crânienne à travers une déhiscence osseuse. Leur origine en général est secondaire donc à une anomalie de fermeture du tube neural et du développement du mésenchyme à partir duquel se développe la fosse postérieure et le rachis. Et ils sont souvent associés à un myéloméningocèle dans 20% des cas. Donc on distingue sur le plan donc du contenu, on distingue donc les céphalocèles contenant des méninges et LCR qu'on appelle méningocèles, les encéphalocèles donc qui contiennent des méninges du LCR et du parenchyme cérébral, les encéphalocystocèles qui contiennent donc des méninges du LCR, du parenchyme cérébral et des ventricules, et aussi sur le plan topologique, topographique, pardon. Donc, on retrouve les céphalocèles attrétiques qui contiennent du tissu dysplasique, du tissu nerveux dysplasique, et c'est les céphalocèles fronto-ethmoïdes. Et puis sur le plan topographique, les formes les plus fréquentes sont surtout occipitales ou cervicales supérieures, donc avec les malformations de Chiari 3, le syndrome de Fraser et plusieurs autres syndromes listés ici qui correspondent à donc des dysmorphies avec d'autres types de malformations cardiovasculaires, urinaires, génito-urinaires, etc. Et qui sont souvent associés à ce genre d'anomalies cérébrales. Et puis nous avons les céphalocèles pariétaux qui sont un peu moins fréquents, mais tout aussi souvent retrouvés, avec les céphalocèles attrétiques. Et puis un peu plus rarement, on retrouve les céphalocèles frontaux, qui peuvent être secondaires à un syndrome des membranes amniotiques ou qu'on retrouve lors des dysplasies nasofrontales. Comme je vous ai dit, l'ensemble de ces l'ensemble de ces anomalies se retrouve plus souvent dans le cadre de syndromes génétiques et avec une grande variété de phénotypes, notamment de dysmorphie faciale. À noter que les céphalocèles occipitaux et cervicaux supérieurs correspondent à 75% des céphalocèles retrouvés dans la littérature. Euh, pour le radiologue, une fois qu'il a retrouvé ce genre d'anomalie, il est important donc de préciser la taille et le contenu de notre céphalocèle, et puis d'aller chercher de façon minutieuse l'existence d'anomalies associées dans les plus fréquentes sont l'hydrocéphalie, l'épilepsie, des lésions épileptogènes, des anomalies du corps calleux, des dysgénésies cérébrales, des hétérotopies de la substance grise, une microcéphalie et des myéloméningocèles. Donc, au total, chez notre patient, on a retrouvé donc un encéphalocèle occipital avec une ptose des amygdales cérébelleuse, un myéloméningocèle lombosacré, correspondant donc à une malformation de Chiari 3. Petite mise au point sur la malformation de Chiari 3. Donc, c'est une malformation qui est très rare dans l'ensemble, qui représente 1 à 4,5% de l'ensemble des malformations de Chiari. On retrouve des mutations génétiques dans 50% des cas et des anomalies associées à type d'anomalies du corps calleux, d'hétérotopie de la substance grise, de syringomyélie. Le contenu du céphalocèle est variable avec soit des méninges, soit du parenchyme cérébelleux, du parenchyme du tronc cérébral, soit de la moelle épinière et ou du parenchyme cérébral occipital, voire des vaisseaux. Chez notre patiente, on retrouvait une hétérotopie nodulaire de la corne occipitale du ventricule latéral gauche, qu'on voit ici, et aussi une syringomyélie, une cavité de syringomyélie lombaire à ce niveau.
Voilà.